grande édition sur i24 News. Bienvenue, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité du Moyen-Orient. Et voici le sommaire de ce journal. Comme un air de faux départ à Gaza, Washington envisagerait de reconstruire le territoire avant même d'avoir désarmé le Hamas. Le risque de mettre la charrue avant les bœufs, la garantie également de faire fi du plan que Donald Trump et son administration tentent ces jours-ci de faire valider par les Nations Unies. Étonnement et inquiétude à Jérusalem, d'autant que le mouvement terroriste reprend pied en ce moment à Gaza, contrôlant notamment les marchandises et ralentissant le processus de restitution des corps d'otages. Autre signal préoccupant, la possible rencontre entre Steve Witkoff et Khalil Al-Hayya, cadre du Hamas. Et autre épreuve de vérité pour la relation USA-Israël, le retour du concept d'État palestinien, un vieux serpent de mer relancé par la France en septembre et que semble vouloir dépoussiérer à son tour Washington. Prêt à tout pour élargir les accords d'Abraham, Donald Trump pourrait aller dans le sens des Saoudiens qui fixent le prix de la normalisation à une issue crédible vers un tel État. Le tout assorti de la vente d'avions F-35, déjà un début de séisme politique en Israël. Embarras pour Benyamin Netanyahou, piégé par son meilleur ami et désormais sous la pression de son aile droite. Trahison ou dilemme stratégique, qui pliera le premier? Et puis c'est justement notre dossier de la semaine, faire connaissance avec la nouvelle Arabie Saoudite, celle du prince MBS qui sera reçu après-demain à la Maison Blanche. De vastes déserts sans richesse ni horizon, le royaume wahhabite aura su exploiter la révolution du pétrole à l'aube des années 1930. Au sortir d'un siècle de transformation, le pays berceau de l'islam tente de se réinventer aujourd'hui en diversifiant son économie, mais aussi ses liens diplomatiques. A-t-il les moyens de ses ambitions, à savoir devenir le leader incontesté du monde sunnite? Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le plan Trump, l'État palestinien et au passage la suprématie aérienne au Moyen-Orient via les chasseurs F-35. Voilà pour les dossiers hautement sensibles qui mettent à l'épreuve ces jours-ci eh bien, la cohésion entre les alliés américains et israéliens. Ce sera notre fil rouge ce soir. On va commencer par aller prendre la température aux abords de la bande de Gaza. On va le voir, un cessez-le-feu qui est toujours bancal. Notre envoyé spécial en direct du sud d'Israël. Bonsoir Chani Guidalia. Alors d'abord une visite importante, Chani, ce dimanche dans la bande de Gaza et un message fort, c'est celui du chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir. Oui, David, Eyal Zamir qui a évoqué plusieurs points pendant cette visite. D'abord, il a appelé toutes les unités à se tenir prêtes à mener des opérations de plus grande ampleur si nécessaire, donc bien au-delà de la ligne jaune. Ensuite, il a rappelé que l'armée contrôle plus de 50% du territoire sans pour autant gérer la population civile. Et il rappelle que la ligne jaune est actuellement une ligne de contrôle. Et enfin, dernier point qui a été évoqué par le chef d'état-major, c'est le fait que l'armée continue de détruire les tunnels, les infrastructures et les cellules terroristes. D'ailleurs, sur ce point, il y a aujourd'hui un terroriste qui a franchi la ligne jaune, qui représentait donc une menace immédiate pour les soldats et qui a donc été neutralisé par l'armée israélienne. Et enfin, sur le point des tunnels, c'est Israël Katz, le ministre de la Défense, qui a affirmé que cette destruction des tunnels avance bien et que l'armée les détruit soit en les faisant exploser ou alors en faisant couler du béton à l'intérieur. On rappelle que la destruction des tunnels, c'était l'un des objectifs principaux d'Israël Katz, le ministre de la Défense. Effectivement, quoi qu'il en soit, Chani, il reste encore 3 corps d'otages à restituer et le Hamas apparemment n'est pas pressé. Non, c'est vrai, puisque le Hamas tente de gagner du temps. D'ailleurs, les recherches pour retrouver ces 3 corps d'otages ont été stoppées ces derniers jours pour raison d'intempéries, mais elles ont repris aujourd'hui. Mais il reste toujours ces 3 corps d'otages, Dror Or, Ran Gvili et Soutisak Rintalak. Donc Israël estime que pour l'instant, on ne peut pas passer à la deuxième phase du plan tant que la première phase n'est pas terminée. Et ce n'est toujours pas le cas, puisqu'il y a toujours ces 3 corps d'otages dans la bande de Gaza. Et donc Israël avertit que la réalité sur le terrain ne correspond pas du tout au plan américain. Et d'ailleurs, le Hamas profite de ce cessez-le-feu déjà pour tenter de se restaurer, mais aussi pour reprendre le contrôle dans certaines zones de la bande de Gaza. À suivre de près. Merci beaucoup, Chani Guidalia, pour ces précisions. Donc, ce soir en direct du sud d'Israël. Et ce qui nous interpelle ce soir, c'est donc l'attitude américaine. L'administration de Donald Trump serait prête à autoriser finalement la reconstruction de Gaza avant le désarmement du Hamas. Une première ligne rouge pour Israël, évidemment, et une contradiction surtout avec le plan initial du président américain. Autre source d'incompréhension, l'idée de Washington d'insérer dans sa résolution à l'ONU le principe de la création d'un État palestinien. Pourquoi maintenant? Début de réponse avec le ex-Técher Chokron.
Les États-Unis chercheraient-ils à renoncer à la démilitarisation du Hamas? C'est en tout cas ce que laisse entendre un reportage de la télévision israélienne. Le cessez-le-feu actuel, en vigueur depuis début octobre, n'en est encore qu'à sa première phase. Les négociations sur les prochaines étapes sont au point mort. Washington aimerait passer à l'étape suivante, la reconstruction de Gaza. En Israël, cette nouvelle fait réagir au sommet de l'État. Il n'y aura pas de prétendue non-démilitarisation de la partie de Gaza contrôlée par le Hamas. Que ce soit dans le cadre du plan en 20 points ou de tout autre document, cette zone sera démilitarisée et le Hamas désarmera. Cela se fera soit par la voie facile, soit par la force. C'est ce que j'ai dit et c'est aussi ce qu'a dit le président Trump. Autre sujet de discorde entre Jérusalem et Washington, la résolution américaine présentée demain à l'ONU. Israël chercherait à faire pression sur les États-Unis pour qu'ils modifient le texte. Il prévoit la création d'un État et l'autodétermination pour les Palestiniens, ainsi que l'implication de l'autorité palestinienne pour qu'elle dirige Gaza après s'être réformée. Un texte soutenu notamment par le Qatar, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et la Turquie. Le vote sera soumis ce lundi au Conseil de sécurité. La résolution reprend l'intégralité du plan en 20 points du président américain Donald Trump, que le Premier ministre israélien a approuvé lors d'une conférence de presse conjointe avec le président en septembre. Ce matin, Benjamin Netanyahou semble revenir sur ses propos. Notre opposition à un État palestinien dans toute zone à l'ouest du Jourdain est ferme et n'a pas faibli. Je repousse ces tentatives depuis des décennies, malgré les pressions extérieures et intérieures. C'est dans ce contexte que Benjamin Netanyahou s'est entretenu hier soir avec Vladimir Poutine, la Russie ayant un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors avant de revenir sur la question de l'État palestinien, celle d'abord d'une reconstruction de Gaza avec un Hamas qui serait non désarmé. Notre expert défense nous rejoint. Bonsoir Mathias Inbar. Mathias, ce serait clairement la charrue de la reconstruction avant les bœufs du désarmement, si on peut dire comme ça. En tout cas, en notant aussi que les mystères Steve Witkoff pourrait rencontrer, c'est important, Khalil Al-Khayal, l'un des principaux cadres aujourd'hui du Hamas. Oui David, et puisque je sais que votre émission est regardée par beaucoup de cinéphiles, c'est à se poser la question de savoir si cette rencontre entre Steve Witkoff et Khalil Al-Khayal ne ressemblerait pas davantage au baiser du dragon, voire à la rencontre du troisième type. Alors soyons sérieux, cette rencontre pose des problèmes de facto à l'appareil sécuritaire israélien et à la classe politique israélienne parce que vous vous souvenez lorsque Adam Bowler, à l'époque l'un des négociateurs américains, avait déclaré qu'il n'était pas contre rencontrer des responsables du Hamas, eh bien cela avait posé des problèmes de fond parce que le Hamas affirme depuis le début ne pas être en faveur d'un désarmement, ne pas vouloir quitter le pouvoir de la bande de Gaza et se servir d'ailleurs de noms de technocrates qui pourraient prendre le relais du pouvoir dans Gaza pour mettre leur propre pion et donc continuer à avoir une main, voire les deux, sur la gestion de la bande de Gaza. Et donc, lorsque on entend du côté de l'administration américaine qu'on ne conditionne plus la phase 2, c'est-à-dire le désarmement du Hamas et les autres organisations terroristes et la perte de son pouvoir à la reconstruction de Gaza, mais on pourrait d'ores et déjà lancer la reconstruction de Gaza sans désarmer les organisations terroristes, eh bien Israël se trouve dans l'une des pires situations qu'elle pouvait espérer, tout simplement parce qu'il n'y a presque pas eu de prise d'initiative. On l'a répété, je vous l'ai répété plusieurs fois, David, à plusieurs reprises. Il fallait peut-être prendre le devant et dire à l'administration Trump, mais puisque le Hamas perd du temps à lancer la phase 2 ou alors à remettre plus exactement toutes les dépouilles, les corps d'otages dans la bande de Gaza, il fallait d'ores et déjà dire, eh bien, passons à la phase 2, désarmons le Hamas maintenant. Mais face à la campagne agressive de communication de la Turquie, face à l'opération sous-jacente du Qatar, l'administration américaine veut absolument montrer qu'il n'y a pas d'échec et donc Israël pour l'instant est en train de subir. Reste encore la diplomatie de l'ombre. C'est exactement ce qu'ont fait les renseignements dernièrement. Montrer à l'administration américaine que la Turquie pilote derrière, en sous-main plus exactement, des organisations et des tentatives d'attaque anti-israélienne par le Hamas. C'est exactement ce que fait Israël.
via les renseignements et via l'ex-désormais ministre Ron Dermer. Merci beaucoup Mathias Inbar, on vous retrouvera d'ailleurs un petit peu plus tard dans cette édition. Et on s'arrête maintenant sur ce serpent de mer du concept d'État palestinien. Sorti du placard, souvenez-vous, par Emmanuel Macron en septembre à l'ONU, sera-t-il remis au goût du jour par Donald Trump lui-même? Et au fait, à quoi ressemblerait surtout cet État au vu de la réalité palestinienne d'aujourd'hui? Bonsoir Christopher Barolin, on connaît le problème de la corruption au sein de l'autorité palestinienne. Il y a aussi celui de la popularité du Hamas. Les Palestiniens veulent-ils vraiment de cet État version Donald Trump? En effet, car un État palestinien version Trump, version Macron, ou même version Starmer du nom du Premier ministre britannique, eh bien c'est un État palestinien sans le Hamas, un État palestinien démilitarisé et un État palestinien aux côtés d'Israël et non à la place d'Israël. Et sur ces points, eh bien les Palestiniens ne semblent pas vraiment rejoindre les versions occidentales. On commence avec ce sondage réalisé en octobre dernier à Gaza et en Judée-Samarie qui montre que la majorité des Palestiniens continuent encore et toujours de soutenir les massacres, enlèvements et viols perpétrés le 7 octobre. À la question, était-ce une bonne décision du Hamas? Eh bien, la majorité des Palestiniens continuent de répondre oui, c'était une bonne décision. 53% d'entre eux affirment que c'était une bonne décision. 37% affirment que c'en était une mauvaise. Et vous le voyez, les chiffres sont différents. En Cisjordanie, par exemple, 60% sont pour ces massacres, 29% contre. À Gaza, la tendance inverse, 44% sont pour ces massacres et 54% jugent que ces attaques du Hamas étaient une mauvaise décision. Autre sondage intéressant réalisé également le mois dernier, ça concerne le désarmement du Hamas pour mettre un terme à la guerre à Gaza. Et bien là, les Palestiniens sont contre. 69% des Palestiniens affirment être contre le désarmement du Hamas. 29% seulement sont pour ce désarmement. Enfin, concernant la question d'une fameuse solution à deux États prônée par la majorité des Occidentaux, et bien là encore pour les Palestiniens, c'est non et à une large majorité. Vous le voyez, seuls 45% des Palestiniens soutiennent la solution à deux États. 53% s'opposent à cette solution et les chiffres sont à peu près les mêmes que ce soit à Gaza ou en Judée-Samarie, Cisjordanie. Ouais. Autre question centrale, Christopher, la violence omniprésente également dans les manuels scolaires, on le sait bien, et on attend des efforts toujours contre l'enseignement de la haine. En effet, la seule avancée sur cette question pour l'instant, c'est l'ordre donné par Ramallah à une délégation palestinienne d'aller rencontrer l'UNESCO pour examiner les programmes scolaires palestiniens. Pour l'instant, il s'agit simplement de consultations dans l'objectif d'aligner les contenus éducatifs sur les normes internationales. L'annonce a été faite lors d'un entretien téléphonique entre Mahmoud Abbas et le président de l'UNESCO, mais le communiqué précise également que Ramallah veut préserver ce qu'il qualifie d'essence de la conscience nationale palestinienne, mais à ce stade, aucune date n'a été avancée, aucune date n'a été déterminée pour cette fameuse rencontre entre cette délégation palestinienne et l'UNESCO. Aucune date donc pour ces négociations sur des programmes scolaires très critiqués et accusés par Israël d'encourager au terrorisme. La route vers la paix est encore longue. Merci beaucoup Christopher Barolin. On va interroger également ce soir un historien engagé. C'est Chaim Berkovitch qui nous rejoint à l'instant. Bonsoir et merci à vous. D'abord, que vous inspire, vous, cette configuration diplomatique, on va dire, qui se complique pour Israël? État palestinien, non-désarmement du Hamas, rencontre aussi Steve Witkoff avec Al-Haya. À quoi joue finalement, c'est la question de Donald Trump en ce moment? Écoutez, on ne sait pas exactement à quoi il joue, mais par contre, on sait exactement jusqu'où nous sommes prêts à aller. Et nous ne sommes pas prêts à donner la possibilité de la création d'un État palestinien. Un État palestinien, il faut comprendre que ça signifie tout simplement la fin d'Israël. On ne peut pas se le permettre. Vous venez d'annoncer certains sondages. Eh bien, on voit que dans les sondages, les Arabes de Judée-Samarie, les Arabes de Gaza, eh bien, ne sont pas contre ce qui s'est passé le 7 octobre. Alors, vous vous rendez compte, aujourd'hui, on n'a pas encore désarmé le Hamas. Ça veut dire quoi si on fait un État palestinien? Ça veut dire d'abord qu'on donne gain de cause au terrorisme et au massacre qu'il y a eu lieu le 7 octobre. Ça veut dire que tout simplement, demain, on leur donne la possibilité vous voulez quelque chose? Eh bien, frappez-nous, violez nos enfants, violez nos femmes, assassinez-nous. Et de cette façon-là, on va vous donner un État palestinien. Non, je pense qu'il est temps
de dire à Donald Trump, et il est temps de dire à nos alliés, et on les remercie d'être nos alliés, mais il est temps de leur dire que les décisions se prennent en Eretz Israël. Le gouvernement ne laissera pas la possibilité de créer un État palestinien. Ouais, malgré tout, vous pensez qu'il y a eu un embarras quelque part chez Benyamin Netanyahou, parce qu'on a vu qu'il est resté silencieux pendant quelques heures. Finalement, ce matin, il a clarifié son nom à un État palestinien. C'est complexe comme position, comme posture pour lui en ce moment? Bien sûr que c'est complexe, parce que puisque d'un côté, nous avons un allié qui est là, qui est présent et qui est plus que présent. Il est ici et il rentre entièrement dans la vie politique en Israël. Certains vont même jusqu'à dire, est-ce que ce n'est pas lui qui gouverne l'État d'Israël? Mais on vous rassure, ce n'est pas du tout le cas. Benjamin Netanyahou a su cette fois montrer à Donald Trump qu'il y avait un point de non-retour, c'est la ligne rouge à ne pas dépasser, il n'y aura pas d'État palestinien. Et je pense que de cette façon, si on montre à chaque fois à Donald Trump et au monde entier ce que nous ne sommes pas à faire, ce que nous ne sommes pas prêts à faire, eh bien le monde va nous voir très différent, de façon très différente. Nous sommes un peuple qui est très très fort, nous avons montré, nous avons prouvé depuis le 7 octobre notre capacité à nous défendre. Ce qui s'est passé le 7 octobre ne se passera plus jamais, il n'y aura pas d'État palestinien parce que d'abord c'est notre terre, c'est notre patrie, et puis deuxièmement c'est parce que ça enlèvera toute la sécurité à l'État d'Israël. Nous ne sommes pas prêts à revivre le 7 octobre. Donc vous dites qu'Israël doit s'affirmer, quitte à aller au clash avec l'administration de Donald Trump. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un sentiment de trahison quelque part aujourd'hui? Allez-y. Non, il y a un sentiment, je vais vous dire à chaque fois. Je pense que l'administration de Donald Trump, elle nous teste. Elle nous teste tout simplement pour savoir jusqu'où on est prêt à aller. Eux, ils ont leurs impératifs, ils ont ce qu'ils veulent pour leur pays, et c'est tout à leur honneur, et ils sont en train de nous tester. Et puis, dans ce test-là, eh bien, nous n'allons pas tomber. Donc, je ne pense pas qu'il y aura de clash, il n'y aura pas de clash avec les États-Unis. Par contre, il faut rester fort, il faut montrer très clairement que nous sommes contre cet État palestinien. Le Hamas n'aura pas gagné la guerre, il n'y aura pas d'État palestinien. On ira jusqu'au bout pour empêcher cela. Alors, ce qui est intéressant aussi de noter, Chaim Berkovitz, c'est qu'il y a quelques jours, on a appris qu'Israël était en train d'envisager une réduction progressive, jusqu'à zéro peut-être, de l'aide militaire américaine. On sait que c'est l'un des principaux piliers de cette alliance Israël-États-Unis. Est-ce que vous pensez qu'on est en train d'aborder justement un tournant stratégique majeur pour Israël, qui est d'ailleurs demandé par certains experts qui disent il est temps quelque part d'être indépendant, de couper enfin le cordon? D'abord, il est tout à fait temps de couper le cordon. Et c'est peut-être ce qui nous est arrivé le 7 octobre, c'est que nous n'étions pas autonomes. Aujourd'hui, on ne sait pas qui va être après l'administration de Trump. On ne sait pas si nous allons avoir un président comme l'ancien président qui va arriver. Il faut que l'on soit capable de se défendre nous-mêmes. Pendant toute une période, Israël était capable, Israël avait des usines d'armement. Eh bien aujourd'hui, depuis le 7 octobre, nous sommes revenus à cela. Eh bien tant pis, si un jour l'administration des États-Unis ne nous donne plus d'armes, nous allons être capables de nous défendre par nous-mêmes. Mais je pense qu'on n'en est pas du tout là. On n'est pas du tout vers un clash. On est tout simplement, et je le répète, on est tout simplement vers une situation où on nous demande, en réalité on nous demande, on est en train de nous tester pour savoir si nous sommes prêts à tout pour notre terre. D'ailleurs, Trump coincé également sera peut-être le mot de la fin, parce que aussi on sait que la Russie va présenter un plan alternatif au plan Trump pour Gaza. Là aussi, il y a une pression internationale? Oui, il y a une pression internationale. Il y a de la pression un petit peu de partout pour cette histoire de la bande de Gaza. On a parlé de la Turquie, on parle de la Russie. Tout le monde veut sa part entre parenthèses du gâteau. Les seuls qui sont capables d'apporter la sécurité dans la bande de Gaza, c'est l'armée d'Israël, c'est Tsahal. Sans Tsahal dans la bande de Gaza, on n'aura pas de sécurité. On ne peut pas se permettre d'avoir même des armées alliées sur place qui assurent notre sécurité. Si on veut avoir le sud du pays en pleine sécurité, si on veut montrer d'ailleurs, même dans tous les autres fronts, que nous sommes souverains sur notre terre, eh bien cela sera qu'avec Tsahal. Voilà, avec ça, et donc fermeté et affirmation. Merci beaucoup, Chaim Berkovitz, pour d'avoir été ce soir avec nous, en direct avec nous. Et on va bien tenter de synthétiser quelque peu l'ensemble de ces défis aujourd'hui pour la relation israélo-américaine. Alors, 3 questions à Daniel Haï qui nous a rejoint. Bonsoir Daniel, notre analyste. Alors Daniel, on a beaucoup de choses à dire ce soir. D'abord, cette relation Israël-USA qui est à l'épreuve, on l'a dit. Est-ce que vous dites piège? Est-ce que vous dites trahison? Ou bien tout simplement dilemme stratégique quelque part pour les États-Unis, aussi pour Israël? On touche quelque part aux limites des intérêts communs entre Jérusalem et Washington? Oui, on l'a déjà dit, il n'y a pas de repas gratuit dans la diplomatie. Et dans la diplomatie de Donald Trump, il n'y a pas de repas gratuit, encore plus, à plus forte raison. Et là, la grande question, c'est de savoir, on voit que le président américain veut absolument passer à la deuxième étape de son fameux plan.
Mais cela se fait visiblement au détriment de l'État d'Israël, au détriment des intérêts de l'État d'Israël. Et cette résolution, si elle n'est pas modifiée d'ici demain devant le Conseil de sécurité de l'ONU, eh bien, elle est très problématique. Elle pose une problématique sur plusieurs points. Le fait que, eh bien, elle mentionne l'autodétermination. C'est un terme qui nous ramène aux années 80. L'autodétermination pour les Palestiniens, c'est la voie vers un État palestinien. Et la grande question que l'on se pose, c'est même si on la conditionne par une forme de réforme au sein de l'autorité palestinienne, de quelle réforme s'agit-il ? Quelle va être la réforme ? Est-ce qu'on va se suffire, par exemple, de la démission du ministre des Finances de l'autorité palestinienne qui continue à financer les terroristes et leurs familles après avoir commis des attentats contre des Israéliens ? Ou alors ça va aller beaucoup plus loin et est-ce qu'on peut faire confiance à une autorité palestinienne dirigée par un homme comme Mahmoud Abbas qui a 90 ans ? Ça, c'est le premier point. Mais il y a d'autres points dans cette résolution. Il y a, par exemple, la police de Gaza. C'est une police qui risque de venir des Palestiniens de Judée et de Samarie. Et là aussi, il y a une problématique. Le troisième point, c'est le fait qui va contrôler ce qui va rentrer à l'intérieur de la bande de Gaza. On sait que c'est un point cardinal. Il était question de ne plus laisser entrer le moindre kilogramme de ciment. Et là, on va voir entrer, apparemment, d'après cette résolution, des tonnes et des tonnes et des centaines de milliers de tonnes de ciment qui peuvent être à nouveau utilisés pour reconstruire des tunnels. Et le dernier point, c'est que dans cette résolution, Israël n'a pas de veto. Et là, c'est véritablement problématique. Israël, pour l'instant, n'a pas de veto. Vous prenez de l'avance. On a le sentiment que c'est presque l'Égypte qui a plus de veto que les voilà, vous devancez un petit peu les autres questions. Parce que concernant la reconstruction d'abord, avant le désarmement, on sait que c'est une ligne rouge pour Israël. Est-ce que vous pensez qu'Israël peut faire capoter ce point tout en simplement montrant la réalité du terrain ? C'est-à-dire que le Hamas, Israël peut et doit exiger. Israël peut et doit exiger la démilitarisation de la bande de Gaza, le désarmement du Hamas. Et la meilleure preuve que l'État d'Israël revendique ce développement, eh bien, c'est par exemple de ne pas laisser sortir les 150 terroristes qui sont coincés dans leur tunnel à Sourafiar, de ne pas les laisser sortir ni avec les armes ni sans les armes. Il faut absolument que ces terroristes puissent être livrés à Israël, interrogés par Israël, emprisonnés par Israël et qu'ils doivent déposer les armes. Ça serait de bon augure pour la suite. Il faut qu'Israël ne cède pas sur la démilitarisation de la bande de Gaza et sur le désarmement du Hamas. C'est le b.a.-ba, on va dire, de la suite de la mise en application du plan Trump. Alors Daniel, les scénarios pour demain, jour important, ce vote donc à l'ONU pour la résolution, est-ce qu'Israël va être simplement spectateur de quelque chose qui va être contre ses intérêts ou bien il y a quand même quelque chose à faire peut-être ? Il y a encore quelque chose à faire. Il est clair qu'il a des amis. Il est clair que on peut penser sur des pressions de la part de Marco Rubio auprès du président Trump. Mais pour l'instant, c'est le président Trump qui donne le ton et ce ton, il est conditionné aussi par la rencontre entre Donald Trump et Mohammed ibn Salman. Si on peut en dire un mot, il est clair qu'aujourd'hui, Donald Trump joue la carte de l'Arabie Saoudite. Or, l'Arabie Saoudite aujourd'hui, elle est en faveur d'un État palestinien. On a déjà dit à de multiples reprises que c'est vrai que les Saoudiens, la cause palestinienne, c'est pas véritablement leur tasse de thé, si je puis dire. C'est vrai, ça a été vrai. Mais aujourd'hui, il y a un changement au sein de l'Arabie Saoudite, du côté de Mohammed ibn Salman, qui dit la normalisation, c'est plus ma priorité. Ma priorité aujourd'hui, c'est d'essayer d'aller vers un État palestinien qui serait dirigé par l'autorité palestinienne. Et c'est ce qui permettrait à l'Arabie Saoudite et aux Émirats d'avoir un pied, peut-être même plus qu'un pied, les deux pieds dans la bande de Gaza, ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, bien le sentiment, c'est que c'est la Turquie et le Qatar qui dominent. Donc on voit qu'Israël, dans cette conjoncture complexe proche-orientale et moyenne-orientale, il est un petit peu pris au piège. Il faut qu'Israël fasse pression sur Donald Trump. On verra si demain, il y a quelques changements dans cette résolution devant le Conseil de sécurité. Voilà, Israël pas aidé par son meilleur ami du moment. Merci beaucoup, Daniel Haïk, pour cette analyse. Et tout de suite, l'info chrono. La traque permanente des terroristes, c'est lors d'une opération près de Naplouse, dans le nord de la Samarie, que les forces de sécurité israéliennes ont été la cible d'un engin explosif la nuit dernière. Elles ont répliqué par des tirs et ont neutralisé finalement le terroriste. Aucun blessé n'est à déplorer dans les rangs de Tsahal, en l'occurrence un bataillon de réserve.
Le chiffre du week-end, 26 000 personnes se sont rendues à Hébron ce week-end à l'occasion du Shabbat Chayei Sarah. Il s'agit comme chaque année de marquer l'acquisition du caveau des patriarches par Abraham il y a environ 4000 ans. Affluence au rendez-vous sur le site malgré la pluie et malgré un contexte tendu comme on le sait dans les territoires. Le tout sous haute surveillance de l'armée et de la police. L'antisémitisme version mexicaine. Claudia Sheinbaum, première femme présidente de ce pays, en fait les frais ces jours-ci. Vague de protestations sur fond de crise sécuritaire et d'incapacité des autorités à endiguer la violence liée au cartel de la drogue. Résultat, une déferlante d'insultes visant ses origines juives, donc avec des connotations au passage sexistes. Claudia Sheinbaum qui avait accusé Israël il y a quelques semaines de commettre des crimes de génocide à Gaza. Enfin, cet énième scandale d'espionnage en Israël au profit de l'Iran. Les renseignements et la police ont annoncé l'arrestation d'un habitant de Kiryat Yam, c'est dans le nord du pays. Il est accusé d'avoir transféré des photos et des coordonnées d'installations sensibles à des agents iraniens contre rémunération. Il aurait également obtenu de sa compagne réserviste dans une base de l'armée de l'air des informations internes à Tsahal. Shimon Azerzar, c'est son nom, 27 ans, tout comme sa compagne, ont été finalement arrêtés. Et en filigrane, des enjeux qu'on a décrits en première partie du journal, l'inextricable dossier, bien sûr, iranien. On tente de suivre la communication du régime qui a tout fait pour minimiser l'impact des frappes israéliennes et américaines durant la guerre des 12 jours. Eh bien, aujourd'hui, sous la pression de l'AIEA, Téhéran revoit sa tactique et affirme ne pas pouvoir enrichir de l'uranium en raison précisément des attaques subies sur ses installations nucléaires. Poker menteur, le vrai du faux avec Christopher Barolin. L'Iran continue de s'opposer aux affirmations américano-israéliennes concernant les dégâts infligés à son programme nucléaire. Ces dernières heures, le chef de la diplomatie iranienne s'est exprimé sur l'état des installations atomiques de son pays. D'un côté, Abbas Araghchi affirme qu'aucun enrichissement nucléaire n'est effectué en raison des frappes américano-israéliennes. Toutes nos installations sont soumises aux garanties et au contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il n'y a pas d'enrichissement actuel car nos installations ont été attaquées. De l'autre, le chef de la diplomatie iranienne affirme que sa technologie resterait intacte. Les demandes de négociation ont repris. C'est normal puisqu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs concernant le programme nucléaire iranien. Nos sites ont été endommagés, mais notre technologie est toujours en place. Notre volonté s'est encore renforcée. Téhéran continue d'affirmer que l'enrichissement de l'uranium n'est envisagé qu'à des fins pacifiques et évoque un droit dit inaliénable. Mais dans le même temps, le chef de la diplomatie iranienne affirme avoir reconstruit son arsenal militaire détruit lors de la guerre des 12 jours. En termes de puissance défensive, nous sommes bien plus forts qu'avant le 13 juin. L'ensemble de notre puissance a été reconstruite. Nous avons tiré de nombreux enseignements de cette guerre. Nous avons bien identifié nos propres forces et celles des autres. Si les attaques se répètent, nous sommes mieux préparés à riposter. Des déclarations effectuées lors d'un sommet organisé par le régime iranien et l'Institut d'études politiques et internationales affilié au ministère iranien des Affaires étrangères. Une campagne de communication intitulée « Le droit international sous le coup de l'agression, agression et légitime défense ». Lors de ce sommet, des experts choisis par le régime ont fait l'éloge de la riposte iranienne lors de la guerre des 12 jours. Voilà pour l'Iran. On va revenir à présent à la tragédie du 7 octobre et sur l'une de ses cruelles composantes, à savoir les viols perpétrés par des terroristes. Une rapporteuse des Nations Unies remet en cause maintenant les preuves. On en parle avec vous, Loïc Stecher-Choucroune. Bonsoir Loïc. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'elle se fait remarquer de la sorte. Effectivement, elle s'appelle Rim Al-Salem, vous l'avez dit, rapporteuse des Nations Unies sur la violence à l'égard des femmes et des filles. Citation de la semaine dernière, aucune enquête indépendante n'a établi qu'un viol ait eu lieu le 7 octobre, ce qui est faux. On va encore en parler tout à l'heure, on va y revenir tout à l'heure. En tout cas, vous l'avez dit, ce n'est pas la première fois qu'elle se fait remarquer par ce genre de commentaires. En mars de l'année dernière, déjà, elle avait également nié savoir qu'Israël a été victime d'attaques de missiles et du Hezbollah et du Hamas. Elle avait également coécrit un rapport en février 2024 avec une certaine Francesca Albanese, dont on parle souvent ici sur i24 News, rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens, accusant l'armée israélienne d'abus sexuels sur les femmes palestiniennes. Interrogée alors par la 13e chaîne israélienne, elle avait déclaré, je cite, que les informations étaient raisonnablement crédibles. Elle ne voulait pas sourcer ces informations, mais
mais elle avait avoué qu'elle provenait également de l'organisation Euromed Human Rights Monitor. C'est à noter que cette association est adepte de théories du complot anti-israélienne. Son président est Richard Falk. Il a déjà fait remarquer pour avoir notamment affirmé qu'Israël était responsable de l'attentat de Boston. Et pourtant, Loïc, on se souvient de ce rapport détaillé de l'ONU elle-même. Effectivement, puisque une délégation d'experts était venue ici en Israël, délégation d'experts des Nations Unies. Il y en avait 9 au total. C'était en février 2024, parmi lesquels la représentante du secrétaire général d'Antonio Guterres des Nations Unies sur les violences sexuelles commises en période de conflit. Elle s'appelle Pramila Patel et elle avait conclu que à la suite de 50 heures d'images, tout de même de visionnage d'images, de 5000 photos également et de 34 témoignages, eh bien les conclusions, elles étaient là. Il y a bel et bien eu des viols de la part du Hamas le 7 octobre et même après le 7 octobre également concernant les otages, hommes et femmes également. La plupart des personnes agressées sexuellement ont été tuées dans la foulée, voire même pendant le viol. Conclusion dramatique. Visiblement, cette rapporteuse des Nations Unies ne veut pas l'admettre. Pas rassurant. Réécrire l'histoire et contester l'évidence. Merci beaucoup, Loïc Téchière. Choukroun. Eh bien, c'est l'heure de notre dossier hebdomadaire. Nouvelle semaine, nouvel acteur fort du Moyen-Orient. Allez, encore 5 secondes pour deviner. On avait pu explorer ces 2 dernières semaines l'importance du Qatar puis de la Turquie dans l'équation régionale, mais le Moyen-Orient ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans l'Arabie saoudite, terre de l'islam, terre du pétrole, religion, économie. On comprend rien qu'avec cela le rôle unique de ce pays, conscient toutefois aujourd'hui qu'il ne peut plus être réduit à ces 2 seules dimensions. Riyad entend trouver sa place, elle aussi, dans un avenir où ses atouts d'hier pourraient devenir des handicaps. Premier volet donc ce soir, les fondamentaux historiques et les ressorts géopolitiques de la puissance saoudienne. C'est avec vous, Loïc Téchière. C'est l'un des pays les plus influents du Moyen-Orient. Pourtant, avant le milieu du XXe siècle, l'Arabie saoudite n'est qu'un vaste territoire désertique. Pauvre et morcelé par les rivalités tribales, la fondation du royaume en 1932 par Abdelaziz ibn Saoud pose les bases d'un État nouveau. Mais rien ne laisse encore présager la puissance à venir. Tout bascule en 1938. Adaran, on y découvre un gisement colossal, le pétrole. L'exploitation de l'or noir confiée à une entreprise américaine, bientôt connue sous le nom d'Aramco, transforme le pays en profondeur. En quelques décennies, Riyad passe d'un royaume tribal à un acteur économique stratégique. Routes, villes nouvelles, hôpitaux et universités. La manne pétrolière finance tout. Et surtout, elle donne au pays un levier d'influence mondiale. Avec l'essor de l'OPEP, l'Arabie saoudite devient incontournable. Son poids dans la production mondiale lui permet d'influer sur les marchés et parfois de peser sur l'économie globale. Mais la puissance saoudienne n'est pas seulement économique. Riyad peut aussi compter sur un autre pilier, le prestige religieux. Le roi se proclame gardien des 2 saintes mosquées. La Mecque et Médine attirent des millions de fidèles chaque année et confère au royaume un rôle central dans le monde sunnite. Ce leadership, Riyad l'utilise aussi dans les rapports de force régionaux. Depuis la révolution iranienne de 1979, l'Arabie saoudite et l'Iran s'opposent dans une véritable guerre froide moyen-orientale. Sunnites contre chiites, au Liban, en Syrie, au Yémen ou encore dans le Golfe. Et puis, il y a l'allié incontournable, les États-Unis. Une relation forgée en 1945 avec le pacte du Quincy, pétrole saoudien contre sécurité américaine. Un accord fondateur toujours valable. Aujourd'hui encore, le Royaume reste l'un des poids lourds du Moyen-Orient. Porté par sa richesse énergétique, son rôle religieux unique et une diplomatie offensive, l'Arabie saoudite est passée, en moins d'un siècle, de la terre des Bédouins à un acteur clé de la scène internationale porté par de grandes ambitions. Et c'est cette alliance stratégique ancienne avec les États-Unis qui se redessine cette semaine à l'occasion, on y reviendra, de la visite du prince Mohammed bin Salman à Washington. On aura l'occasion donc d'en reparler, ce sera mardi, le jour J, à la Maison-Blanche. Mais déjà, on l'a mentionné, on sait que la question de la vente des fameux F-35 à l'armée saoudienne sera sur la table. Et cela n'arrange pas visiblement Israël. Mathias Inba, rebonsoir Mathias. Parce que ce qui est en jeu, eh bien, c'est tout simplement la suprématie aérienne de Tsahal au Moyen-Orient, mais pas seulement.
Soyons clairs, David, il n'y a pas de veto israélien à la vente de F-35 à d'autres puissances. C'est écrit dans le texte, même si, effectivement, il y a une loi américaine qui force les États-Unis à ne pas vendre d'avions de 5e génération à des pseudo ou des ennemis d'Israël, mais ennemis d'Israël dit donc forcément quasiment ennemis des États-Unis. Le président des États-Unis a autorité sur ce genre de dossier. Donc la question est de savoir véritablement où est le problème. En clair, depuis qu'Israël a acheté des F-35, Israël a modifié via ses propres techniques l'avion de 5e génération, et on l'a vu au cours de la campagne des 12 jours en Iran, où le F-35 a montré ses capacités opérationnelles, d'abord d'avions de chasse, d'avions de combat, d'avions de frappe, et surtout d'être capable de mener à bien une guerre électronique et de palper des renseignements pendant que l'appareil est en l'air. La vraie question ici, ce n'est pas tellement au niveau opérationnel. D'abord parce que l'Arabie Saoudite ne va pas être capable tout de suite de piloter des F-35. Reste à savoir si le président va accepter. Mais surtout de savoir est-ce que et comment Israël peut, entre guillemets, monnayer cette vente. Pour l'instant, Israël est dans l'embarras. Parce que si le président américain dit que c'est son argent, et donc il aura donc autorité à vendre cet appareil. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Israël peut donc dire au président des États-Unis, alors espérons peut-être d'incorporer encore plus l'Arabie Saoudite dans les accords d'Abraham ou dans une relation sécuritaire qui ne dit pas son nom. On le sait, il y a déjà des contacts entre Riyad et Jérusalem. Riyad est davantage du côté de Jérusalem et des États-Unis qu'elle ne l'est du côté de Téhéran et de Doha. Voilà peut-être comment, au niveau plus géopolitique et géostratégique, coopérationnel stricto sensu, Jérusalem peut se frayer un chemin. Merci beaucoup Mathias Inbar pour cette analyse. Et on va également plus loin ce soir avec Gérard Vespierre, un expert. Bonsoir et merci à vous, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient, la FEMO, et auteur de l'ouvrage Vers la prochaine révolution iranienne avec Nader Nouri, paru chez l'Harmattan. Un petit mot peut-être d'abord sur ce qu'on a vu, le F-35, un faux problème vous pensez, en rappelant aussi peut-être que la Chine pourrait, d'après certains experts, avoir accès à certaines données sensibles du F-35, c'est ce qui inquiète aussi les Américains. Oui, alors ça, c'est effectivement quelque chose de très, très ouvert, n'est-ce pas? C'est un débat sans fin. Est-ce que la Chine peut avoir accès? En tout cas, en ce qui concerne le F-35, s'il y avait un équipement à venir de l'Arabie Saoudite, ce ne serait pas la première fois qu'Israël et l'Arabie Saoudite seraient détenteurs du même type d'avion militaire, n'est-ce pas? L'Arabie Saoudite détient des F-15, tout comme Israël. Donc la différence cette fois-ci, c'est que quand le F-15 est arrivé sur le marché, il n'avait pas vraiment une capacité à une avancée technologique. C'était une amélioration de facteurs tactiques opérationnels. Tandis que le F-35, effectivement, est un avion dit furtif, et il l'a prouvé lors des opérations vers l'Iran. Et deuxièmement, totalement orienté vers l'informatique, les données, les échanges, aussi bien pour donner que pour recevoir. Donc cette avancée technologique donne un avantage effectivement aux détenteurs. Mais il faut aussi penser à l'avenir. Il y aura un successeur au F-35 et c'est peut-être le moyen aussi pour Israël de demander à Washington si il y a des livraisons à l'Arabie Saoudite dans quelques temps, eh bien que le remplacement du F-35 soit vite et rapidement livré à Israël. Voilà, en avant-première. Alors pour revenir à ce qui nous intéresse ce soir, Gérard Vespierre, on voit que cette alliance USA-Arabie Saoudite, elle est relativement solide et stable à travers les alternances politiques aux USA. Hier, pour un petit peu schématiser, c'était l'enjeu pétrolier, aujourd'hui encore d'ailleurs, mais aujourd'hui il y a aussi l'endiguement de l'Iran, d'autres aspects. Quid de demain pour vous? Quelles seront les bases de cette alliance, de cette relation? Et écoutez, elles sont, sans être, disons, historiens et donc manier le mot historique, elles ont bientôt 85 ans d'âge, donc 80 ans. Et il y a cette capacité donc des États-Unis à avoir fourni à l'armée saoudienne la
pratiquement la grande majorité de ces équipements, 80 à 90%. Donc il y a eu les flux de pétrole, maintenant qui seront très réduits, 200 000 à 400 000 barils par jour que les États-Unis achètent à l'Arabie Saoudite au lieu des 1,5 million de barils il y a quelque temps. Donc cet aspect-là est diminué, mais il y a donc le poids politique que l'Arabie Saoudite représente par rapport, comme vous l'avez dit dans votre approche du sujet, par rapport à l'Iran. Donc par rapport à Téhéran, l'allié politique que représente Riyad est un élément essentiel. Donc alliance politique, effectivement. Alors il y a eu forcément des hauts et des bas au cours des décennies précédentes. L'Arabie Saoudite, on sait qu'elle a un pied en Occident avec les États-Unis, mais aussi l'autre dans le Grand Sud, dans le Sud global, avec l'adhésion récemment aux BRICS. Est-ce que vous pensez que son horizon géopolitique à l'Arabie Saoudite ne se limite plus quelque part à cette alliance avec les USA ? Je pense qu'un pays qui a un rôle, je dirais, culturel, religieux, mondial avec l'islam, un pays qui a un rôle capitalistique mondial avec sa fortune de pétrodollars, un pays qui a donc les richesses énergétiques dont il dispose, a forcément une capacité planétaire mondiale. Donc tout dépend de la limite que se fixe l'Arabie Saoudite, mais elle a les moyens d'une ambition, je dirais, effectivement mondiale, tant est que sa politique, je dirais, de natalité, sa population est quand même relativement réduite, donc elle ne peut pas de ce fait jouer aussi un rôle de puissance planétaire avec moins de 40 millions d'habitants. Ouais, effectivement, c'est quelque part un carrefour économique avec la transition du post-pétrole et démographique. C'est un petit peu ça le gros enjeu aujourd'hui pour l'avenir et pour le prince MBS. Tout à fait. Je pense que le plan 2030 qui a été élaboré au début des années 2010, puisque Mohamed Ben Salman, si ma mémoire est bonne, l'a présenté en 2015, donc il y a eu quelques années de préparation, c'est un avenir effectivement technologique ouvert sur les échanges de type touristique, de type sportif, de type donc en dehors des points forts actuels que sont le gaz et le pétrole, donc ouverture vers l'hydrogène par exemple, donc technologie et ouverture vers les services. On a là les deux grandes orientations de l'Arabie 2030-2040. Voilà, donc un plan, pourquoi pas réaliste, en tout cas intéressant cette relation USA-Arabie Saoudite, les USA garants du royaume et également dépendants. Merci beaucoup Gérard Vespierre d'avoir été avec nous ce soir en direct. Et une séquence reportage à présent. Alors, c'est une problématique qui va nous ramener à la question des guerres imposées à Israël et au sujet épineux de l'enrôlement des orthodoxes. On va partir aux États-Unis, dans le New Jersey, la destination choisie par de jeunes Israéliens, Haredim, qui ont choisi de quitter donc leur pays munis d'un billet d'avion aller simple. Objectif, échapper au service militaire à l'heure où la question divise le pays. Reportage sur place, Harry Coleman, Eric Fendler. ראיתי שיש לי צו עיכוב יציאה מהארץ, אני לא יכול להיכנס לארץ או לצאת מהארץ. אם אני נכנס, אז אני נעצר, נכנס לכלא. אם אני חוזר וחזר, באותו שנייה אני נעצר, אפילו לא יכול לחזור לבית. ראיתי שאני ממש לפני עיכוב יציאה מהארץ, פשוט תפסתי מטוס והגעתי. בתקופה האחרונה התחילו קצת לחוץ, התחילו לדבר על ביטוח לאומי, ביטוחי בריאות, כל מיני דברים. התחלתי להרגיש שיכול להיות סיכון לרישיון, כל מיני דברים כאלה. ולעומת זאת בארצות הברית, אני יכול לבוא ללמוד פה, אף אחד לא רודף אותי. Elchanan, Yehuda, Moti et Moshe sont nés et ont grandi en Israël. Cependant, nous les avons rencontrés tous les quatre à Lakewood, dans le New Jersey, aux États-Unis. Comme des centaines d'autres, ils sont là pour les mêmes raisons. Les sanctions qui sont dorénavant appliquées contre les jeunes orthodoxes récalcitrants à s'engager sous les drapeaux. Elchanan, 25 ans, de Jérusalem, a laissé derrière lui sa femme et son travail. En quelques jours, il a rassemblé tout ce qu'il a pu et a décidé de quitter le pays, juste avant d'être arrêté par la police militaire. Pour pouvoir vivre, Elchanan est l'homme à tout faire. Et c'est la raison pour laquelle il nous demande de cacher son visage et sa voix. Il craint les autorités en Israël, mais aussi en Amérique.
L'histoire de Yehuda est un peu différente des autres, mais les mêmes sanctions l'ont amené lui aussi à fuir son pays quelques jours avant son arrestation. Aux États-Unis, il continue à étudier la Torah. Moti a 21 ans et étudie à l'école talmudique de Cleveland. Il n'a pas vu sa famille depuis 1 an. Il ne sait d'ailleurs pas quand il les reverra. Il vit seul aux États-Unis, mais que ne ferait-il pas pour ne pas servir dans l'armée? מאוד קשה לי לשמוע שמדינה של יהודים לא נותנים ליהודים שגרים בה את הדברים המינימליים של אפילו לחזור. אני אזרח ישראלי, אני נשאר פה בארצות הברית בגלל שאני יכול כרגע לחזור לשם. Le prix à payer pour ce qu'ils font est d'être loin de sa famille. Et la voix de Moti se brise quand on lui pose la question. מאוד מסובך פה לחזור בחזרה, ואני גם... What's the word? אני פגשתי את ההורים שלי פעמיים או 3 בשנתיים האלה, מחוץ לישראל. וזהו, אבל האחים והאחיות והאחיינים שלי והכל, לא פגשתי. נו, זה לא קשה? קשה, אבל קשה יותר להתגייס. Rentrer en Israël et s'engager n'est pas une option pour eux. אולי היה לי קצת דרך את הצבא, אבל מבחינה דתית זה לא אפשר להישאר דתי בצבא. אני כבר בן 25, אני יוצא מהצבא רק בגיל 28, מופיעים בציבור החרדי, כבר עם ילדים, משפחה, עבודה. אני חושב שחרדים לא מתאימים למערכת הצבאית. רוב הבסיסים שאני הייתי לפני כמה שנים, אני כבר לא יודע איך זה היום. כשאתה עם החברה הזאת ויש לך חייל שמעשן לידך בשבת, או הדיבורים על בחורות, כל הדברים האלה, אז לא מתאים לכל אחד. חשמונאים, אתה רואה, אתה עוקב אחרי? לא ממש עוקב. אתה אפילו לא בודק אופציה להתגייס, אתה אומר. יראו אותך, יגידו, אתה בחור עובד. יש כאלה שטוחנים ימים במילואים. למה שלא תלך? היה לי חלום להתגייס פעם, אבל... Moshe voyage dans le monde depuis plus d'1 an. Depuis qu'il sait qu'une interdiction de sortie du territoire a été émise contre lui, il pense continuer ainsi. Ces 4 juifs orthodoxes vivent donc à Lakewood, proche de New York, qui est aussi la ville où vivent le plus de familles juives orthodoxes dans le monde, après Israël. אני אמרתי שנרד מהארץ אם לא תנו ללמוד פה, לא יהיה ברירה. בלייקווד הם מחפשים שיהיה להם 10,000 תלמידים. Les jeunes rencontrent ici une communauté accueillante qui approuve leurs décisions et qui leur apporte même un soutien financier. La plupart d'entre eux travaillent comme chauffeurs de taxi, contrôleurs des règles de la cuisine cachère dans les restaurants de la ville, ou même comme bricoleurs dans la rénovation d'appartements. Le message que ces 4 jeunes Israéliens orthodoxes ont en commun est que les sanctions ne changent rien. Quelques-uns s'engageront et les autres trouveront des solutions. מה אתה מפחד יותר, מהכלא שתהיה כמה ימים או מהגיוס? מהגיוס, הכלא לא מעניין. הבנתי שבאו עשרות בודדות, אולי מאות בודדות של בחורים מתוך האלפים שחשבו לגייס. הדבר אחד בטוח, את הכמות שכן חושבים שאפשר לגייס, זו ודאי לא הדרך. Voilà pour ce débat sans fin. Allez, un rendez-vous ce soir indispensable. Miri Baman vous attend juste après la grande édition. Bonsoir Miri. Bonsoir David. Regard croisé comme chaque dimanche. Alors, ne nous dites pas tout, mais au moins une partie du programme. Alors, on va parler de la libération de Boualem Sansal et du fait que ce soit l'Allemagne qui a réussi à libérer l'écrivain franco-algérien et pas la France, voilà exactement. On parlera aussi de la commémoration du 13 novembre, mais sous l'angle et maintenant. 10 ans après, l'islamisme est toujours aussi dangereux et menaçant, même bien qu'il ait changé de forme et de visage. Et puis, dans le grand angle, on parlera archéologie, avec ses preuves irréfutables des liens entre le peuple juif et la terre d'Israël, la terre sainte, contrairement à ce que certains tentent de nous faire croire. L'UNESCO, qui fête d'ailleurs ses 80 ans aujourd'hui, eh bien, on répondra à l'UNESCO et à sa tentative d'effacer les liens
entre Israël et le peuple juif. Effectivement, mission importante. Merci beaucoup. Donc, regard croisé juste après la grande édition, 20h, heure de Paris. Merci beaucoup. Myriam Aman, l'actualité loin du Moyen-Orient, justement, direction le Royaume-Uni cette fois. Londres déclare la guerre à l'immigration illégale. Et c'est un gouvernement travailliste qui entend donc mettre un terme au laxisme dans ce domaine. On va retrouver la correspondance de Laura Calmu dans la capitale britannique. Oui, depuis plusieurs semaines, le parti anti-immigration de Nigel Farage, Reform UK, est en tête dans plusieurs sondages. Le climat est très tendu. Il y a eu ces manifestations cet été devant les hôtels pour demandeurs d'asile. Et puis aussi, rappelez-vous, cette grande marche anti-immigration en septembre dernier à Londres qui avait rassemblé plus de 100 000 personnes. Et preuve de la tension, la ministre de l'Intérieur, Shamada Mahmoud, parle elle-même d'une immigration clandestine qui déchire le pays. Alors, mesure la plus symbolique, c'est la fin du Golden Ticket, ce billet en or qui permettait à un réfugié de s'installer définitivement dans le pays après 5 ans. Désormais, le statut devient temporaire, réexaminé et il faudra 20 ans pour espérer une résidence permanente. Le gouvernement qui veut aussi pouvoir renvoyer les réfugiés dès que leur pays sera jugé sûr et restreindre le regroupement familial. Laura Calmu depuis Londres, merci beaucoup Laura. On va conclure cette édition avec l'invité de la grande édition. J-2 avant l'ouverture du salon Milipol, tant attendu à Paris-Villepinte, salon de la défense dont les entreprises israéliennes ont été bannies dans un premier temps, avant d'être finalement autorisées au dernier moment. On a le plaisir d'entendre ce soir une responsable de l'une d'entre elles, Sharon Caro. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes responsable marketing et business développement pour la société israélienne Boura Cyber Solutions. Un petit mot peut-être d'abord sur votre entreprise. Que vient-elle exposer avant de parler du salon en lui-même ? À Boura Cyber, nous présentons des solutions innovatrices dans le domaine du cyber et du renseignement et nous allons montrer les points forts de l'industrie israélienne dans un salon comme Milipol. Donc un fleuron israélien, effectivement. Alors on l'a vu compliqué la route vers Paris cette année, encore une fois pour une société de cyberdéfense israélienne. Vous avez dû vous préparer en dernière minute. Est-ce que ça a été une surprise pour vous d'apprendre que finalement vous étiez autorisé à venir à Paris ? D'abord, ça a été une bonne surprise. Malheureusement, nous sommes habitués dans ce type de manifestation, de ce type d'interdiction. Cette année, le gouvernement français a interdit la participation de 8 sociétés israéliennes et après un travail diplomatique du ministère des Affaires étrangères intense, on a toutes les sociétés qui ont été autorisées à présenter. Ça nous pose des problèmes, mais nous avons l'habitude, comme d'habitude, nous surmontons cela. On a vécu d'autres choses plus difficiles et nous continuons de toutes nos forces. Ouais. D'ailleurs, est-ce que pour vous, la part de la France, c'est de la peur, c'est de l'hypocrisie, parce qu'on sait bien que la France utilise pas mal de technologies israéliennes de défense, et ça date pas d'hier. C'est possible. Écoutez, je ne sais pas quelles sont les raisons du gouvernement français. Je ne peux que dire que dans le passé, on a empêché la participation de sociétés israéliennes pour des raisons économiques, parce qu'elles étaient en concurrence avec des sociétés françaises. Cette année, ça a été plus ouvert. Les Français ont annoncé qu'une partie des sociétés ne pourraient pas participer parce que leur technologie a été utilisée pendant les combats à Gaza. Je ne rentre pas dans les raisons qui font avancer le gouvernement français. Je pense simplement que c'est pas vraiment honnête de dire à ce stade du calendrier, juste avant l'exposition, ce type de décision. Mais encore une fois, nous avons réussi à surmonter cela et si tout va bien, nous arriverons demain et mardi, nous commencerons la foire Milipol comme il faut. Ouais, vous avez raison, c'est pas le moment d'en rajouter côté politique. Il y en a eu assez ces jours-ci. Vous vous attendez justement sur place à une ambiance pesante avec tous ces obstacles qui se sont accumulés puis qui finalement sont tombés les uns après les autres? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas qu'il y aura une atmosphère lourde. C'est une exposition, une foire très intéressante avec des super technologies du monde entier. Les gens qui y viennent sont des gens qui sont des professionnels et qui viennent voir des nouvelles technologies au niveau le plus professionnel qui soit.
Et ceux qui ne veulent pas être en contact avec les sociétés israéliennes, eh bien, ils ne viendront pas voir les sociétés israéliennes. Je crois qu'il n'y a pas de quoi jouer à des discussions idéologiques. Et si c'était le cas, eh bien, nous allons parler professionnel des technologies et éviterons toute friction. On fera attention, nous avons évidemment des spécialistes de sécurité qui nous protègent, mais nous ne sommes pas inquiets et nous sommes très contents et nous attendons les résultats économiques de cette magnifique exposition. Voilà, avec une protection spéciale apparemment, on l'espère, c'est le minimum. Pour revenir peut-être au cœur du sujet, de ce qui nous intéresse, vos technologies, quels sont aujourd'hui vos concurrents, les principaux concurrents de ce que vous faites à travers le monde? Du point de vue technologique, d'autres pays, vous voulez dire? Voilà, d'autres pays, d'autres sociétés peut-être qui sont sur le même créneau que vous et qui peut-être rattrapent petit à petit Israël en termes de technologie aujourd'hui? Non, je ne peux bien entendu pas, je n'ai pas toutes les informations. Et l'information que j'ai, je ne peux pas la dévoiler à la télévision, évidemment. Mais ce n'est pas le moment et ce sera l'occasion justement à tous d'aller vérifier tout cela sur le stand de votre société. Merci beaucoup en tout cas, Sharon Caro. On vous souhaite une très belle exposition au Salon Milipol de Paris-Villepinte qui ouvre ses portes après-demain donc à Paris. Vous êtes donc la responsable marketing de Boura Cyber Solutions. Merci encore à vous et merci à Gisèle Abazon pour la traduction simultanée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Comme on l'a dit, rendez-vous tout de suite avec Myri Maman pour l'émission hebdomadaire Regard croisé, un décryptage de l'actualité, analysé évidemment avec des experts. Et ce sera ensuite le journal du soir. Très bonne soirée et merci à tous sur Radio.